Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Oser la reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur @oser la reconversion et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, ça encourage énormément le podcast et surtout laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément, merci. Vous avez un nouveau projet de vie et souhaitez acheter ou vendre rapidement votre appartement ou maison? Casavo révolutionne le marché de l'immobilier en étant l'une des seules plateformes immobilières digitales à vous proposer la vente garantie. Grâce à Casavo, ne laissez pas la vente de votre bien ralentir ou empêcher votre vie d'avancer. Casavo, grâce à son algorithme, met chaque vendeur en relation avec l'acquéreur le plus pertinent, tout en lui donnant la possibilité de souscrire une offre de vente garantie qui assure sa vente. Il vous suffit de faire évaluer votre bien au prix du marché sur la plateforme Casavo et de le mettre en vente avec l'aide de l'un des conseillers immobiliers Casavo. Casavo vous propose alors une option inédite. Si votre bien n'est pas vendu dans les 3 à 5 mois suivant sa mise en vente, Casavo vous propose d'acheter votre bien à un prix fixé avant la mise en vente de celui-ci. Si vous devez vendre votre appartement pour en acheter un autre, vous pourrez, grâce à la vente garantie, vous assurer d'obtenir les fonds nécessaires pour l'acceptation de votre dossier de crédit, signer la promesse de vente et réaliser votre acquisition en toute sérénité. Ce service de vente garantie est disponible exclusivement pour la ville de Paris, mais il sera bientôt disponible dans les autres villes de France. Créé en 2017 en Italie, Casavo est aujourd'hui présent aussi en Espagne et en France, notamment à Paris, Nantes, Lyon et Nice. Si vous souhaitez acheter, Casavo vous accompagne également pour trouver rapidement le bien de vos rêves. Rendez-vous dès maintenant sur www.casavo.com, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. CASAVO. La semaine prochaine, vous découvrirez le témoignage de Frédéric, reconverti pour devenir conseiller immobilier chez Casavo. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Cécile. Après avoir travaillé en tant qu'ingénieure dans l'écologie chez Renault, Cécile a racheté un château en Bruyères, le manoir de Bel-et-Bas, B-E-L plus loin E-B-A-T, pour ouvrir une maison d'hôtes. Passionnée par l'écologie et pleine de conviction, Cécile se dirige vers un master spécialisé en droit et ingénierie. Elle devient lobbyiste pour Renault auprès de la Commission européenne. Elle travaille sur un projet de loi environnementale impliquant les constructeurs automobiles. Le projet de loi passé, elle travaille ensuite en tant qu'ingénieure, expert environnement chez Renault et travaille notamment sur le recyclage. Après une dizaine d'années, lassée de voir que les politiques internes se heurtent à ses convictions écologiques, Cécile opère une première reconversion en interne pour travailler au sein du service communication de Renault. Elle travaille en étroite collaboration avec les dirigeants de Renault sur la stratégie et la communication. Après 20 ans, Cécile décide de quitter Renault car elle ne se sent pas en phase avec les valeurs et le management de l'entreprise. Début 2020, elle tombe amoureuse du manoir de Bel-et-Bas, un ancien château de 1735 au sein du parc naturel de la Bruyère, à 1 heure de Nantes. Aujourd'hui, Cécile est gérante du manoir de Bel-et-Bas, à la fois maison d'hôtes, lieu de réception, de séminaire et de mariage. Alors avec Cécile, on a évoqué ses convictions écologiques, la naïveté de sa jeunesse lorsqu'elle pensait pouvoir changer les choses, sa carrière chez Renault, le projet familial du rachat du manoir, sa nouvelle vie de gérante du manoir de Bel-et-Bas et ses conseils pour ouvrir une maison d'hôtes rentable. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Cécile. Bonjour Cécile, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour, merci de me faire participer à ce programme. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel? Oui, je suis gérante du manoir de Bel-et-Bas, donc c'est un domaine qui est situé en Bruyères, en Loire-Atlantique, et nous avons plusieurs activités. Une première activité liée au tourisme, de chambres et de tables d'hôtes, donc pour l'accueil de vacanciers, mais aussi de tourisme d'affaires. Et puis nous avons également une activité plus tournée vers l'événementiel avec une partie mariage et réception privée et une partie séminaire, donc avec des moments de cohésion d'équipe au manoir. Alors, c'est trop mignon, franchement. Donc, c'est un ancien château qui date de 1735. Donc, c'est un petit château en Loire-Atlantique. Donc, tu nous en parleras un petit peu plus après. J'imagine que tu as dû avoir un coup de cœur pour cet établissement. Et ça n'avait rien à voir avec ce que tu faisais avant. Est-ce que tu peux nous raconter ta première carrière?
Alors oui, moi je suis de formation ingénieur juriste en environnement. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises, mais on va dire que le plus gros de ma carrière s'est passé dans le groupe Renault. J'ai fait du lobby pour le recyclage des véhicules au niveau européen. J'ai fait de la gestion des déchets au niveau industriel. Donc juste rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Le seul lien qu'il y a, c'est l'environnement, puisqu'on est dans un parc naturel et que notre site est un site éco-responsable. Donc l'environnement reste malgré tout un lien avec ma formation. Et puis ensuite, on va dire cette première partie de carrière, je l'ai fait évoluer avec une reconversion déjà en interne de l'entreprise, avec une volonté de me rapprocher de l'événementiel, de la communication. Donc j'ai fait une première étape avec de la gestion de satisfaction client, donc rien à voir, mais avec quand même la relation clientèle, et pour évoluer ensuite vers la communication, où j'étais responsable audiovisuel pour le groupe Renault, donc la gestion des photos et des vidéos pour le groupe, donc une production corporate. Et tu dis que tu étais ingénieur juriste, donc tu as fait des études à la fois d'ingénieur et de droit? Exactement, c'est un double cursus, donc qui formait et qui forme toujours. C'est une école qui était assez innovante, puisque j'étais la deuxième promotion de cette école. Donc c'était vraiment au tout démarrage des formations environnementales, et donc elle était innovante de par le cursus et par la formation, puisqu'à la fois on avait des cours de droit spécialisés en droit de l'environnement européen, et également une formation purement ingénieur sur des thématiques liées à la pollution de l'eau, de l'air, des déchets, pour avoir une vision globale et du coup intégrer soit des gros groupes, soit l'administration dans le cadre de la gestion environnementale. Et c'était à l'Institut supérieur de l'environnement, c'est ça? Oui, c'était l'Institut, l'ISE, qui existe toujours, qui est basé à Versailles, et qui poursuit cette formation à double cursus. Ouais. Et donc, tu faisais du lobby à la base pour Renault. Oui, j'ai démarré par du lobby. Ouais. J'ai commencé par puisque quand je suis rentrée chez Renault, une nouvelle directive européenne entrait en vigueur sur l'obligation pour les constructeurs automobiles de recycler leurs véhicules, en tout cas de trouver des filières de recyclage de leurs véhicules. Et donc il y avait toute une partie de lobby à réaliser auprès des commissions européennes et surtout auprès des commissions européennes pour expliquer les contraintes inhérentes à un constructeur automobile, et en même temps faire avancer ce sujet, créer les filières qui vont bien, qui a un équilibre financier. Voilà, donc c'était une vision très très générale du recyclage automobile. C'était au tout début. Et comment ça se passe concrètement quand tu fais du lobby? Quelles sont tes actions? Les actions, c'est de rencontrer les différents acteurs économiques, de rencontrer la Commission européenne et puis ces décideurs pour essayer de comprendre dans quelle direction ils veulent aller. C'est beaucoup de l'analyse juridique, puisqu'il faut analyser les prémices du texte. Donc il y a énormément d'échanges sur le contenu du texte et vers quoi on doit aller, et les subtilités de langage qu'on doit avoir au niveau juridique. Donc c'était d'échanger pour ne pas s'enfermer dans un système qui ne serait pas viable à terme, mais et qui au final ne ferait pas avancer le système. Donc il fallait défendre à la fois les intérêts des constructeurs automobiles en général, puisque les constructeurs s'étaient regroupés dans un consortium pour échanger sur ce sujet-là. Donc il n'y avait pas de problème de concurrence. Là, il y avait une mise en commun de ce sujet-là entre constructeurs, et puis en même temps de pas être dans l'opposition, mais vraiment dans la construction d'un texte, donc qui ne soit pas en désavantage pour qui que ce soit et qui fasse avancer les choses, mais on soit vraiment dans le développement durable. C'est-à-dire que la notion de développement durable intègre aussi des éléments économiques et pas que des éléments environnementaux. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là qui prennent du temps, et puis derrière, quelles sont les infrastructures qu'il faut mettre en place pour que ça se réalise, quoi. Et ça te plaisait?
Oui, oui, c'était très intéressant. Après, on arrive dans un système où on parle beaucoup on est dans de la projection. On n'est pas forcément dans des choses très très concrètes. On est sur une projection sur du long terme. Et donc, à un moment donné, c'est intéressant de sortir de ce lobby qui est très intellectuel en fait, hein, pour aller vers du concret. Donc, c'est ce que j'ai fait en fait. Une fois cette partie plus conceptuelle, on va dire abouti, puisqu'une fois que le texte est édité, ben ça y est, le job est terminé. C'était intéressant pour moi d'aller plus dans le concret, le développement des filières, la gestion des déchets en tant que tel. Donc j'ai travaillé pour les usines du groupe Renault à trouver des filières de recyclage, à mettre en place du tri sélectif dans les usines, faire de la valorisation matière, voilà, ce genre de choses. Donc là, c'était plus un poste d'ingénieur. Ouais, j'ai commencé par l'aspect plus juridique, hein, mais c'était le lobby réclamait quand même des connaissances techniques, hein. Les deux pans de ma formation étaient complémentaires. En plus, moi, je suis germanophone, donc avec beaucoup de constructeurs automobiles qui sont basés en Allemagne. C'est vrai que ça a été un élément qui a facilité les choses. Et puis après, ben, j'ai basculé un peu plus sur le métier d'ingénieur en environnement avec vraiment le recyclage des déchets en tant que tel. Et comment tu avais eu envie de faire ces études? Parce que c'est des études qui sont assez spécifiques. Comment tu avais eu l'idée? Alors moi, j'étais à la base, j'étais plutôt passionnée de mer. Voilà, je pratiquais beaucoup la voile. J'étais assez passionnée par le milieu maritime et je suis rentrée dans cette école avec objectif de travailler plutôt sur de la biologie marine parce qu'il y a il y avait plusieurs pans. Bon, en fait, au fil des années et du cursus, la filière biomarine, c'est quand même encore plus spécifique, avec peu de débouchés à la sortie. Et donc, ça n'a pas retiré ma passion pour le milieu marin, mais en tout cas, voilà, j'ai préféré aller plus dans le secteur industriel. En me disant que j'avais plus à contribuer en étant à l'intérieur d'un secteur industriel pour faire évoluer les choses que d'être dans un labo à analyser les impacts des polluants sur le milieu océanique, quoi. Voilà, j'avais l'impression de contribuer davantage à la protection de l'environnement en étant au cœur des industries polluantes, en fait. Ouais. Tu veux dire un peu aller du côté du diable pour changer les choses, quoi. Un petit peu, ouais, il y a un petit peu de ça. Et puis, bon, d'avoir des moyens aussi de faire évoluer les choses. C'est-à-dire qu'on était aussi à une phase où les industriels ne pouvaient plus nier l'importance de l'environnement. Ils étaient obligés de l'intégrer à l'intérieur pour pouvoir faire évoluer les choses. Et donc là, il y avait des moyens financiers, il y avait des prises de conscience qui faisaient qu'on avait vraiment la sensation de faire avancer les choses. Donc ça, c'était important pour moi. T'as senti que c'était pas juste sur le papier, que enfin t'avais vraiment l'impression que ce que tu disais avait de la valeur? Alors, c'est la naïveté de la jeunesse, hein, voilà. On pense qu'on peut soulever des montagnes, voilà, que on va être écouté. On ne sait pas comment fonctionnent les entreprises et surtout encore moins les gros groupes. Donc voilà, on a un peu cette innocence-là. Je pense que on était écouté jusqu'à ce que l'indicateur économique était positif, quoi. Donc bon, ça a été un peu. Il y a eu des moments un peu douloureux, ouais, parce que Ouais, ça t'a frustré, ouais. ouais, où on a envie d'aller plus loin. Après, on apprend à être un peu moins jusqu'au boutiste, on va dire. C'est-à-dire que quand on est jeune étudiant sortant de ce genre de formation, on idéalise les choses, on a envie de créer la révolution, voilà, on a envie de pousser le curseur dans le bon sens. Et puis après, on prend conscience de la réalité du monde de l'entreprise, la réalité des intérêts politiques, économiques de ces gros groupes. Donc, bon, petit à petit, on intègre ces informations et ça ne veut pas dire qu'on renonce à ces idéaux, mais en tout cas, on intègre davantage de paramètres. Mais c'est vrai que par moments, on peut être en rupture parce qu'on voit pas les choses tout à fait sous le même angle, ouais. Et c'est pour ça que tu as eu envie de faire de la communication? Tu as senti au bout d'un moment que voilà, tu en avais marre un peu de pas forcément être écoutée? Alors, il y a eu ça, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu, ça a été une combinaison de plusieurs facteurs.
La première, c'est que je me suis retrouvée dans un service où il y avait que des gens comme moi en fait, donc que des ingénieurs en environnement qui avaient une vision idéaliste du monde et qui voulaient avancer, qui avaient les dents qui rayaient le parquet et qui avaient tous comme projet de devenir le directeur environnement du groupe Renault, quoi. Donc, Ouais. donc je me suis dit, voilà, on est tous évalués sur les mêmes critères. C'est quoi ma projection de carrière, quoi. C'est quoi l'étape d'après. Ça faisait 10 ans que j'étais dans ce secteur-là. C'est quoi les 10 ans ou les 20 ans ou les 30 ans qui viennent derrière? Comment je vais évoluer? Quels sont les postes intéressants que je vais pouvoir occuper? Et en fait, le constat, c'est que soit tu es vraiment sur une phase d'ascension très très forte et puis tu sais que tu vas aboutir à ton objectif, soit tu es dans la mêlée et ça va être un peu plus difficile. Et moi, c'était un peu mon cas. Je pense que j'avais une trop grande gueule en plus, donc je pense que voilà, je dérangeais un peu dans le paysage et que du coup l'ascension, elle allait être vite bloquée. Donc je me suis dit, il faut pas que je reste là parce que je vais m'enfermer dans un système et puis je vais faire toute ma vie la même carrière et puis à un moment on se lasse, quoi. Donc ça va bien de trier les poubelles à un moment, mais tu as envie de sortir de ça quand même. Tu veux pas faire toute ta carrière là-dedans, quoi. Donc du coup, là, ça a été cette première révélation de me dire il faut que je fasse autre chose. Et puis en plus, j'étais dans un service où j'ai subi un peu de harcèlement. En plus, je suis tombée enceinte, j'ai eu mon premier enfant, ça s'est pas bien passé, et je me suis dit il faut que je m'extirpe de là absolument. Donc il faut que je trouve autre chose. Et puis j'avais déjà en tête l'idée à l'époque de créer une entreprise de wedding planner. Donc sauf que bon, avec un petit créer son entreprise, j'étais pas encore, je pense, j'avais pas assez bien mûri mon projet, j'étais pas assez sûre de moi à ce moment-là, solide pour pouvoir sortir du groupe et lancer cette création d'entreprise. Je me dis, mais qu'est-ce qui peut où je peux trouver de la compétence, me rapporter de la compétence en fait pour pouvoir asseoir cette envie et demain créer ce dont j'ai envie. Et j'ai constaté qu'il me manquait cette expérience en événementiel, hein, en communication, et pour pouvoir avoir de la crédibilité auprès autant des clients que des banquiers, que voilà, des infrastructures. Et donc à l'époque, chez Renault, en tout cas, c'est toujours le cas, les passerelles intermétiers sont assez faciles. Donc j'ai émis le souhait de changer et du coup on a construit un peu un plan de carrière et donc je suis passée d'abord par la satisfaction client parce que quelque part c'est la sensibilité au client, c'est comprendre ce qu'il attend, avoir le côté un peu commercial des choses. Donc je suis passée par là avec un volet communication qui était assez fort puisqu'il fallait communiquer via des multiples supports, la satisfaction des clients de Renault. Donc, il y avait un pan de communication, un pan de compétences techniques. Et du coup, j'ai transité par là pour ensuite terminer à la communication en dur, quoi. Et il y avait peu de femmes dans ton premier métier d'ingénieur? Il y avait peu de femmes dans ton service? Non, je dirais pas ça. On devait être. Non, je pense qu'on n'était pas 50% parce que ça serait mentir, mais on n'était pas loin. Ouais, je pense qu'on était 40% de femmes. Ouais. Tu disais que tu avais vécu un peu de harcèlement quand tu as eu ton premier enfant. Tu penses que c'était dû à quoi? Ah, c'était pas un chef qui était d'un autre monde et d'une autre époque, quoi. Voilà, il avait enfin voilà, c'était. Et puis on était sur de la recherche de performance. Donc, t'as fait à peu près 20 ans chez Renault. Comment ça s'est passé dans ta tête? Parce que c'est un peu la reconversion idéale de rester dans sa boîte et d'avoir toujours la sécurité de l'emploi, en même temps changer de job. C'est un peu le truc qu'on se dit, c'est l'idéal sur le papier. Je change de job, je change de service, je change de collègue, mais en même temps, je garde un salaire plutôt confortable, je suis dans une grosse boîte. C'est pour ça que je me demande comment tu as eu envie d'arrêter cette reconversion parce que tu aurais pu te dire, bon, bah voilà, je termine ma carrière comme ça en communication chez Renault, c'est différent, l'ambiance est aussi peut-être plus sympa. Comment tu t'es dit,
bon, je tire un trait sur Renault et je me En lance. fait, après, c'est d'autres choses qui sont rentrées en ligne de compte. C'est-à-dire que j'ai atteint des sujets en fait et un métier qui me plaisait énormément. J'aurais été prête à rester. Enfin, voilà, je me suis retrouvée quand même à, à travailler au plus haut de l'entreprise avec les grands patrons de Renault sur de la communication, sur des enjeux stratégiques. Donc c'était passionnant, c'était très très chronophage, mais c'était passionnant. Mais après, c'est plus ces sujets-là qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que l'entreprise, elle évolue aussi avec le temps. Moi, j'ai connu Renault à l'époque de Monsieur Louis Schweitzer. J'ai connu ensuite Renault à l'époque de Monsieur Ghosn. Et puis j'ai connu la grande crise avec l'emprisonnement de Monsieur Ghosn et le changement de patron et le bouleversement que ça a généré. Donc après, c'est quand tu es à ces niveaux aussi élevés de l'entreprise où tu vois les évolutions de valeurs, les évolutions de prise de décision, que tu es si proche entre guillemets du pouvoir, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que là, tu vois tous les travers de l'entreprise. À un moment donné, tu te dis, mais moi, est-ce que je veux participer à ça, quoi? Être associé à ça, nourrir des égos, parce qu'en fait, on était là pour quelque part nourrir des égos et des ambitions et des carrières, avec parfois des décisions que tu ne comprends pas et qu'on volontairement on t'explique pas parce que sous le sceau de la stratégie, de la confidentialité, on ne veut pas te donner l'info, mais du coup, toi, tu es noyé là-dedans. On te dit, il faut aller dans cette direction, mais tu sais pas pourquoi. Donc t'es en frustration, en conflit avec tes propres valeurs. Tu retrouves pas forcément. Enfin, moi, je retrouvais pas le Renault dans lequel j'avais adhéré, qui était une entreprise passionnée de l'automobile, avec des gens pour qui la voiture était un emblème et une passion et une fierté. Et là, on se retrouvait à travailler avec des personnes qui avaient même pas le permis de conduire, qui la voiture, ils n'en avaient rien à faire. Ils étaient là pour leur carrière et là, tu te dis bon ok, on n'est pas tout à fait en ligne. Et est-ce que j'ai deux options? C'est soit j'accepte ça et je finis ma carrière, en effet, chez Renault, en avalant entre guillemets des couleuvres, mais en faisant quand même un métier que j'aime, mais voilà, en m'asseyant sur certaines valeurs. Est-ce que j'en suis capable ou pas? Ou est-ce que je suis en rupture et ça devient insurmontable et je quitte l'entreprise. Et moi, j'ai fait le choix de quitter l'entreprise. C'était plus vivable, en fait. C'était plus vivable parce que là, pareil, j'étais à un poste. Alors le poste d'après, si on veut rester dans des ambitions stratégiques, dans de la communication intéressante avec la presse, etc. Ok, très bien. Alors comment je vends ça, quoi? Comment je continue à communiquer sur des choses auxquelles je n'adhère plus? Donc voilà. Donc j'avais toujours cette idée de création d'entreprise. Ça faisait 10 ans que c'était au fin fond de ma tête. Hein. Donc ça a mis du temps. C'est quelque chose qui a mûri doucement. Ça n'a pas été un coup de tête. C'est pas une décision. Je me suis pas levée un matin en disant je vais créer ma boîte, je plaque tout. Et ça a été beaucoup plus lent comme processus. Et ouais, c'est des briques par briques, quoi. Te dire qu'est-ce que je veux demain. T'as eu l'impression que ça t'a changé un peu le fait d'être dans une entreprise pendant 20 ans et où t'es pas forcément en accord avec ce qui se passe? T'as eu l'impression qu'au fur et à mesure, tu te transformais un peu? Non, je dirais pas ça. Toute expérience te fait grandir et te fait apprendre des choses. Moi, je suis plutôt, je suis pas quelqu'un de négatif. Ça a pas fini par m'achever au niveau du moral, tu vois. On n'en est pas là quand même. Hein. Simplement, ça te fait grandir, ça te fait réaliser un certain nombre de choses. Ça te met ça te fait prendre conscience des choses importantes pour toi. Ça te permet de prioriser les choses. Et puis peut-être, si ça te fait grandir dans le sens où moi j'étais quelqu'un de beaucoup plus impulsif, de beaucoup plus peut-être j'étais très passionnée, mais je me suis toujours, mais dans le sens voilà épidermique des choses. Ça m'a appris à prendre un peu de recul.
même si mon dernier patron te dira que j'ai toujours été passionné et voilà et que pas vraiment apaisé quoi. Donc je pense que ça t'apprend à prendre du recul en tout cas, à mettre de la perspective aux choses. Donc ça c'est sûr, c'est ce que j'ai appris. Après cette expérience, elle m'a enrichi sur plein de choses. J'ai acquis énormément de compétences qui sont essentielles aujourd'hui à ce que je fais. Donc voilà, je pense que non, je pense pas qu'il y ait eu une métamorphose. Il y a eu une grande, enfin voilà, j'ai grandi, mais je me suis pas métamorphosée. Et comment t'as pris la décision? Est-ce que t'as eu un élément déclencheur, la goutte qui fait déborder le vase, où tu te dis cette fois c'est bon, je pars et je me lance à mon compte? Je pense pas. Enfin, il y a eu une succession de petits événements en fait. C'est ce que je te disais. C'est plutôt des briques qui se sont empilées les unes aux autres et qui ont fait qu'à la fin, tu vois clair et tu te dis bon, je vais prendre cette décision-là. Donc j'avais cette idée de création d'entreprise dans l'événementiel. Les enfants, moi j'ai 2 enfants qui grandissaient, que je voyais pas beaucoup, avec un rythme de travail en région parisienne qui était assez dingue au final et qui ne me satisfait pas. Et puis derrière, à chaque fois qu'on partait en vacances en Bretagne pour retrouver nos proches, se dire bah, on serait bien là, pourquoi on rentre sur Paris en fait. Donc mes beaux-parents qui ont mis en vente une propriété familiale dans lequel ils faisaient des mariages et de se dire bah, est-ce que nous on pourrait pas le récupérer pour poursuivre cette histoire-là. Bon après pour plein de raisons ça s'est pas fait mais du coup ça a planté une graine sur cette propriété on peut pas mais peut-être qu'on peut le faire sur une autre. Euh, et puis c'est un projet familial, c'est pas un projet personnel en fait. Ce projet est né parce que le cocon familial a pris cette décision. C'est-à-dire que mon mari était d'accord aussi. Enfin voilà, on a monté ce projet à deux, mon mari et moi. Les enfants ont adhéré. Ils ont adhéré plus ou moins, on va dire, mais ils étaient pas contre. C'est-à-dire que mon aîné lui, il serait bien resté en région parisienne. Ça lui plaisait bien l'idée d'avoir une grande demeure, un château, vivre dans un château. Mais s'ils avaient pu être en région parisienne, il aurait préféré, quoi, pour pas perdre ses copains et la vie parisienne de lui, auquel il adhérait énormément. Ma fille, elle était plutôt contente de quitter la région parisienne. En sachant pas trop où on allait mettre les pieds, donc il y avait une partie inconnue qui la stressait un peu, mais au final qui était assez quand même favorable. Donc voilà, on s'est pas levé un matin en disant voilà on va faire ça quoi. Ça a été se dire bon bah comment on peut avoir une vie plus saine, plus ensemble, dans un projet qui fédère. Bon, avoir une maison aussi plus grande, hein, parce qu'on était dans un petit pavillon en région parisienne, on avait envie de plus grand, donc on a envie de changer par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on a commencé à avoir des projets de famille qui rachetaient des châteaux pour en faire des maisons d'hôtes. Donc on s'est dit bah, pourquoi pas. Ça peut être une idée parce que du coup on peut combiner de l'événementiel, une maison, une qualité de vie dans un coin qui nous plaît. Donc on s'est lancé à la recherche de biens en se disant bah, on va d'abord regarder les prix. Qu'est-ce qu'on peut avoir, quel est le budget, et puis après, quelle est la région. On a cherché en Normandie, on a cherché dans le sud, on a cherché en Bretagne, on s'est dit, voilà, ça a été très long comme processus. Et après, de confronter cette idée aussi à nos proches, hein, de dire, vous en pensez quoi? Alors nos proches nous ont dit, allez-y, ça vous coûte rien de regarder. Je pense qu'ils pensaient pas qu'on allait aller jusqu'au bout, mais Ouais. Ils disent bon, si ça leur change les c'est à idées. peu près ça. C'est bon, ça va les divertir, ils vont pas aller jusqu'au bout du truc. Bon. Parce que ton mari, il est parti aussi de son Non, 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 job. il est resté chez Renault. L'idée, c'était de pas. On a 2 enfants en charge qui arrivent sur des études supérieures, sur un projet ambitieux. Enfin, à un moment donné, enfin, nous, on avait besoin, en tout cas, c'est notre tempérament, d'être rassurés. Donc, on a besoin de un peu cloisonner les choses. Donc, on s'est dit, ok, qu'il y ait un salaire de perdu, ça va, mais deux, c'est peut-être un peu risqué. Donc du coup, lui, il est resté, il est toujours chez Renault. Il est toujours salarié chez Renault, il fait les navettes. Et puis, bon, ça va, dans le temps, les choses vont s'organiser différemment, mais en tout cas, sécuriser ce point-là, quoi. Ouais. Oh, c'est intéressant en tout cas parce que ça montre qu'on peut avoir un projet familial où
il y a une transition. C'est pas d'un coup tout le monde quitte son job pour acheter quelque chose et se lancer. Donc c'est intéressant de savoir que c'est possible de faire une transition plus douce. Et alors, combien de temps vous avez mis, comment vous avez trouvé le château? Comment ça s'est fait un petit peu votre recherche? Une fois qu'on a décidé que c'était quelque chose qui était envisageable, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire deux, trois calculs sur un coin de table en disant, bah voilà, c'est rentable l'histoire si on fait ci, ça. Donc on a tout de suite défini le fait qu'il nous fallait une propriété qui nous permette pas faire que chambre d'hôte, où on puisse faire des séminaires d'entreprise et des mariages. Dès le départ, c'était ces trois éléments. Donc, il fallait un endroit touristique, pas trop loin de pôle d'activité, pour que et un endroit avec du charme, avec des pièces qui nous permettent d'avoir ces activités-là. Donc, on a commencé à chercher dans notre territoire de cœur, qui est le Morbihan, avec ces critères-là. Je pense qu'on a dû visiter tous les châteaux en vente du Morbihan. Pas loin en tout cas. Hein. Donc pendant 2 ans, on a fait que ça. Et on n'arrivait pas à trouver. Il y avait toujours un truc en fait. Soit la localisation, soit les espaces, soit la quantité de travaux à réaliser, parce qu'on a vu des propriétés qui étaient vraiment en très très mauvais état. Donc ça repoussait. Enfin, on partait sur 1 an ou 2 ans de travaux avant de pouvoir lancer l'activité. Donc bon, c'était quand même beaucoup plus risqué. Et donc ça devenait un peu il y avait toujours quelque chose qui nous convenait pas. Et on a une amie qui est agent immobilier dans des biens de luxe en Bretagne. Et donc on lui a parlé de notre projet et elle nous a aidés. Et c'est elle qui a commencé à prendre tous nos critères et réellement à chercher pour nous. Et pour finir, elle a fini par nous trouver un bien dans le Morbihan, près de Lorient. Et on est tombé complètement amoureux de cet endroit-là. Et en fait, on a avancé très loin dans le projet. Il y avait 25 hectares de terre, c'était au bord. Enfin voilà, mais il y avait beaucoup de travaux, mais c'était un super projet. Et en fait, le projet est mort-né parce que il y a pas eu les conditions optimales pour le propriétaire. C'est-à-dire que lui, il avait mis des conditions de vente qui étaient hyper exigeantes. Et là, on s'est dit, on peut pas aller là-dedans. C'est trop risqué pour nous. Donc, on a abandonné l'offre qu'on avait faite. Et là, ça a été un peu un coup sur le moral parce qu'on était si près du but et on avait arrêté nos recherches en fait. On était persuadés qu'on avait trouvé. Donc il a fallu remobiliser toute notre énergie pour chercher et pour trouver. Et on s'est dit, le Morbihan, on va pas y arriver. C'est trop cher ou ça répond pas. Il faut qu'on étende notre périmètre de recherche. Donc on a commencé à aller plus haut dans le Finistère et puis à descendre en Loire-Atlantique. Le Finistère, on a vu des propriétés magnifiques, mais clairement les enfants étaient pas prêts. Trop loin, ouais, la ligne TGV, ça a été un peu notre critère. Donc trop loin de Paris, la météo, parce que c'est quand même plus froid, hein, le Finistère. Donc c'est pas la Bretagne Sud. C'est juste magnifique, mais il faut accepter de porter des pulls au mois d'août. Hein. Donc voilà. Donc on s'est dit que on connaissait pas la Loire-Atlantique et le Sud en fait. Et on a commencé à regarder et c'est vrai qu'on a pris voilà on a commencé à aimer cette région et on est tombé mais alors par hasard sur le manoir de Belle-et-Bas, sur la Brière qu'on connaissait absolument pas parce qu'on connaissait Guérande-la-Baule qui sont à 20 minutes, mais la Brière on n'en avait jamais entendu parler. Ce parc naturel, on ne savait même pas qu'on avait un parc naturel de cette envergure si proche de chez nous en fait. Et donc on a visité et c'est vrai que la propriété nous a plu tout de suite de par son architecture, de par les espaces, de par la rénovation qui avait déjà été réalisée, donc on se projetait très très facilement. Le fait d'être dans un domaine naturel, dans un parc naturel, ça nous plaisait parce que mon mari comme moi, en étant ingénieur juriste en environnement, ça répondait à notre fibre environnementale. Par contre, on était complètement flippés parce qu'on connaissait pas la région.
et on savait pas du tout. Donc on a mis énormément de temps avant de prendre la décision d'y aller, parce que c'est un achat qu'on pouvait pas faire un achat coup de cœur. C'est-à-dire qu'on aurait pu acheter 50 châteaux. Dans tous ceux qu'on a visités, on a eu 50 coups de cœur. On a eu un coup de cœur pour une abbaye, on a eu un coup de cœur pour. Et en fait, pourquoi ça s'est pas fait? Parce qu'à un moment donné, sur un projet comme ça, la raison est obligée de reprendre le dessus. Et t'es obligé de regarder des chiffres, quoi. De faire une étude de marché, tu peux pas te lancer la fleur au fusil en disant bon ben j'y vais et puis advienne que pourra, quoi. Donc il y avait vraiment besoin de ramener de la raison dans le choix. Et là, on n'avait pas de prix, enfin, on n'avait pas connaissance du marché, donc ça nous a pris du temps de faire une étude de marché, de venir visiter plusieurs fois la région pour savoir si on s'y plairait pour y vivre. Et ça, vous l'avez fait tout seul, l'étude de marché? C'est un truc où tu penses qu'on peut le faire seul, Oui, c'est faisable? c'est faisable. Après, enfin voilà, moi j'avais fait une formation à l'EM Lyon de management d'entreprise, ouais, école de commerce en management d'entreprise post, enfin voilà, en master, hein. Donc j'avais quand même quelques brides de ce que c'était qu'une étude de marché. Après, on trouve assez facilement, il y a quand même pas mal de sites spécialisés dans l'entrepreneuriat avec des guides. Voilà. Après, il y a beaucoup de bon sens en fait. Je pense qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin forcément d'aller très très loin, mais c'est voilà, c'est du bon sens. Et la question que j'avais, c'est vrai qu'on a déjà eu des personnes qui avaient des maisons d'hôtes, et c'est là où j'ai appris que on pouvait avoir qu'un certain nombre de chambres dans une maison d'hôtes, sinon on passe en fait en hôtel. Donc souvent les personnes elles ajoutent comme ça un lieu, donc ça peut être un lieu de gîte, soit ça peut être plus séminaire, mariage comme vous avez fait. Et donc la question que je me posais c'était, est-ce que tu penses qu'on peut ouvrir une maison d'hôtes pure, ou c'est impossible pour toi, tu penses au niveau rentabilité, on est forcément obligé d'avoir un lieu autre pour pouvoir en vivre? Nous, c'était clairement impossible. Voilà. En fait, ça dépend de ta mise de départ. C'est toujours pareil. Le montant de ton emprunt. Si tu as la possibilité d'acheter une propriété entre guillemets cash où t'as pas d'emprunt, oui, euh, tu peux avoir que 5 chambres. Alors après, ça peut être, c'est tendu, quoi. Je pense que tu es à l'équilibre, mais tu t'en vis pas, quoi. C'est-à-dire ça, enfin, un domaine comme le nôtre, même si on n'avait pas d'emprunt à rembourser, tu as des frais de fonctionnement inhérents à la propriété et des investissements à réaliser tous les ans pour pouvoir maintenir la propriété en état, qui sont quand même non négligeables. Donc, pour que 5 chambres t'alimentent ces frais-là, c'est faisable, mais enfin voilà, il faut un bon taux de remplissage quand même, hein. C'est ouvert toute l'année. Faut pas prendre de femme de ménage. Enfin voilà, je pense que tu joues tu calcules au centime près, quoi. Je pense que enfin, ça me paraît un peu tendu, quoi. Ça me paraît un peu tendu parce que nous, clairement, si on regarde le chiffre d'affaires, on a un tiers qui est lié à la chambre d'hôte et table d'hôte, un tiers séminaire et un tiers mariage. Donc clairement, tu vois, enfin, si on avait que un tiers, ouais, non, clairement, ça fonctionnerait pas. Après, voilà, il faut quand même. Enfin, maintenant, je me paye, ce qui n'était pas le cas au début, mais maintenant, voilà, je me dégage quand même des revenus. Et il faut que le système, faut pas. Je pense que si tu as une maison d'hôte où à chaque fin de mois, tu te dis mince, comment je vais faire pour payer les factures, s'il n'y a plus de plaisir, quoi. Donc moi je connais pas de maison d'hôte de taille comme nous, hein. Une maison d'hôte qui serait plutôt plus petite, à dimension plus humaine, je dis pas. Mais une propriété historique, ça me paraît compliqué, quoi. Sincèrement. Et moi, ce que je me demandais aussi pour une maison, enfin une propriété plus petite, puisque c'est vrai que c'est pas les mêmes budgets. Si on organise un mariage ou un séminaire, ça va être des plus gros budgets, donc de plus grosses rentrées d'argent. Et je me demandais finalement s'il y avait des maisons d'hôtes, même plus petites, qui arrivaient à vivre que de maisons d'hôtes, puisque finalement, quand on voit, j'ai l'impression que tout le monde a un gîte à côté, séminaire, enfin tout le monde adjoint une autre activité.
C'était pour ça, c'est la question que Ben, j'avais. alors, moi, les maisons d'hôtes que je connais qui ne font que maisons d'hôtes et qui s'en sortent, c'est parce que c'est des activités complémentaires et c'est l'activité de maison d'hôte a pour but de payer les frais de fonctionnement, point. Et là, oui, ça fonctionne. Mais ça, c'est des gens qui ont. Alors, il y a beaucoup de retraités qui font ça, par exemple. Euh, et donc, ils ont tu vois, c'est un complément de revenu. Les propriétaires d'avant, c'était le cas. Ils étaient retraités. Ils avaient commencé à lancer les chambres d'hôtes au manoir. Donc, ils avaient 2 chambres, je crois. Et ils louaient, mais comme ils avaient envie, enfin, voilà, c'était pas une activité à temps plein. Mais ça permettait, c'était une contribution aux frais de fonctionnement. Mm. Voilà. Et alors, vous avez eu beaucoup de travaux. Comment ça s'est passé quand vous avez acheté le manoir? Alors nous, ça a été un peu compliqué parce que nous, on a acheté, on a fait l'offre d'achat en octobre 2019. Ah oui. En fait, non, on a fait la contre-visite en octobre 2019. On a fait l'offre, la promesse de vente, on l'a signée en décembre 2019. Décembre 2019, on commence par parler d'une grippette à Wuhan, voilà. Bon, vous avez eu le temps de faire les travaux vous-même, quoi. Non, non, ah non, clairement pas, parce que en fait, la promesse de vente étant signée, nous, on était confinés à Paris. Ah, ouais. Donc, la remise des clés de la propriété ne pouvait pas se faire, puisqu'on n'avait pas le droit de déménager. Je te parle même pas des délires pour le crédit immobilier, puisque pour avoir un crédit immobilier, il faut un bilan de santé, enfin parce qu'il faut des assurances emprunteurs, donc il faut un bilan de santé. Un bilan de santé, moi, mon mari par exemple, il fallait, vu son âge, ils ont demandé un bilan cardiaque, impossible d'avoir un cardiologue en période Covid. Enfin bon voilà, donc tout a été tout a pris beaucoup plus, ouais, tout a pris beaucoup de temps. Les banques, faire un emprunt en période Covid à distance, sans rencontrer, enfin voilà, c'était pas si simple que ça. Et du coup, ce qui était prévu, c'est que nous, on devait signer, je sais plus, c'était en février ou mars, hein, quelque chose comme ça, pour récupérer les clés et pour ouvrir pour la saison. Donc, on avait prévu quelques mois de travaux, on avait des choses de prévues. Au final, on a eu la remise des clés en juin, à la sortie du premier confinement. Et alors, ça a été très frustrant pour nous parce qu'en plus, comme on n'a pas signé chez le notaire l'acquisition du bien. D'habitude, il y a tout un cérémonial, les 2 propriétaires viennent chez le notaire, on signe. Voilà, il y a un côté, voilà, il y a un cérémonial pour ça. Et ben nous, on n'a pas eu parce qu'en fait, on a dû donner des procurations. Il n'y a pas eu rendez-vous chez le notaire et on s'est pointé le jour J au manoir. Les propriétaires étaient là. On était, alors ça va que la maison est grande, chacun à bonne distance, à attendre le coup de fil du notaire pour dire c'est bon, vous pouvez donner les clés. Donc c'était très frustrant, c'était très bizarre. On n'avait pas l'impression D'être chez toi, ouais. d'être chez nous. On Ouais. n'avait pas l'impression d'avoir signé. Il y avait un côté un peu irréaliste. Et donc on a récupéré le manoir. Donc on n'a pas pu faire en plus de visites entre le moment où on a fait la promesse et puis le moment d'acquisition. Donc on avait des photos, on avait des bouts de plans faits à la voilà. Donc il a fallu imaginer tout en étant confiné à distance. Donc on pouvait pas acheter de mobilier. Enfin bref, c'était un peu la galère. Et on est arrivé au mois de juin et on a redécouvert la propriété vide, quoi. Donc c'était très particulier puisqu'on l'a récupéré sans aucun meuble. Ouais. Donc un manoir de cette taille-là vide, c'est impressionnant. Hein. On pouvait faire du patin à roulettes dans les pièces. Ouais. Donc voilà, et il a fallu aller très vite parce qu'il y avait ce Covid qui planait au-dessus de nous en permanence. Donc on s'est dit il faut pas qu'on loupe le truc, il faut qu'on ouvre au mois d'août, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse une première saison parce que il faut qu'on fasse rentrer de l'argent tout de suite, sinon on pourra pas engager les travaux, sinon on pourra pas continuer. On peut pas se permettre d'être à blanc trop longtemps. Tu avais juin-juillet, la course contre la montre avant d'ouvrir en août, quoi. C'est ça. Donc juin-juillet, on a décidé du coup d'abandonner certains travaux qu'on avait prévus. Le manoir était en très bon état, donc on avait cette chance-là de pas avoir de gros travaux de restauration. Il y avait simplement de la déco à refaire. Donc juin-juillet, on a fait que ça, de la peinture, de la peinture, de remettre du mobilier là où il fallait,
d'aller chiner à droite à gauche pour trouver des meubles et puis pour ouvrir le 15 août, quoi. Et ça a été facile de trouver vos premiers clients? Étonnamment, super facile. Alors, le Covid avait ses inconvénients, mais aussi ses avantages. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé le premier été, les gens, ils avaient qu'une envie, c'était de partir en vacances. On a ouvert en plus la réservation au 15 août, donc on pouvait pas ouvrir la réservation avant parce qu'on savait pas quand. Enfin, c'était donné un objectif, mais on voulait pas ouvrir trop tôt. Et du coup, toute la région était saturée parce que les gens avaient envie d'aller au bord de l'eau. Donc, l'Ouest a été quand même pris d'assaut assez rapidement par les vacanciers. Et donc, nous, on a fait une première saison, on a été complet, quoi. Parce que du coup, c'est de la réservation du matin pour le soir. Et on a appris à gérer de la dernière minute. Ça, c'était pas le moins reposant. Mais on a tout de suite fonctionné parce qu'on a été tout de suite, nous, on était référencés, on a tout de suite pensé à notre référencement. Donc, on a tout de suite été sur les plateformes, on a été référencé par le parc naturel. Les précédents propriétaires avaient été identifiés valeur du parc. C'est une marque qui est défendue par les parcs naturels pour mettre en avant des ambassadeurs et la propriété était déjà valeur parc. Donc, on a demandé le renouvellement, ce qui nous a été accordé et donc tout de suite, on a été mis en tête de gondole, quoi. Donc, ça a été très, très facile sur la partie chambre. Sur la partie table, c'était plus compliqué parce que la table d'hôte, on n'avait pas de commentaires, on n'avait pas de retour de clients, donc les gens savaient pas ce qu'ils allaient manger, si ça allait être bon, comment on fonctionnait. Donc ils y allaient un peu à tâtons, donc on n'avait pas des grands taux de réservation sur la table d'hôte, mais sur la chambre, sans problème. Oui, c'est super sympa. Alors, comment ça s'est passé avec tes premiers clients? Comment ça se passe avec tes clients? Comment tu te sens dans ce rôle de gérante d'une maison d'hôtes? Bah, ça se passe bien, on accueille des gens comme on accueille des invités à la maison, donc ça c'est pas très très compliqué. Après, c'est vrai que les premiers, t'es toujours en stress en disant ouais, est-ce que tout est impeccable, t'es dans le moindre détail à vérifier, voilà. Te dire bon pourvu qu'ils voient pas ça ou au contraire est-ce que j'en fais assez, donc t'as tendance à en vouloir peut-être en faire trop, quoi. Ouais. Euh, Ouais, tu les laisses pas tranquilles, t'es toujours en train de... Si, ouais, si, tu les laisses tranquilles, mais en tout cas, alors nous, on avait ce défaut-là de vouloir peut-être en offrir davantage, quoi. C'est-à-dire que on offrait les bouteilles d'eau, on offrait les cafés, enfin bon, bref, on y allait, on était hyper généreux. Puis à un moment donné, on s'est dit quand même, il faut qu'on fasse tourner la boutique, quoi. Donc, on faisait, enfin, je me souviens, je faisais le ménage dans les chambres tous les jours. Bon, en plus, on avait les contraintes Covid qui arrangeaient pas les choses. Enfin bon, voilà, on en faisait beaucoup, quoi. On en faisait beaucoup. On disait jamais... Et puis on savait pas dire non. Clairement, on savait pas dire non aux clients. On avait peur du mauvais commentaire. On avait peur du bad buzz sur les réseaux. Donc, on disait jamais non. Et du coup, c'était n'importe quoi. Et ça te plaît C'est, alors, ta nouvelle vie? Ouais, c'est hyper enrichissant parce que tu rencontres des gens de nationalités différentes, de milieux différents, des métiers différents. Ils ont tous un attachement commun pour la vieille pierre. Nous, on est heureux de pouvoir partager l'histoire de cette maison, les rénovations qu'on fait parce que quand on est arrivé, on n'a pas eu beaucoup de travaux, mais on a enclenché des travaux après malgré tout. Notamment sur la longère du XVIe siècle, une des longères du XVIe siècle, qu'on a commencé à pas mal restaurer pour faire des salles de séminaire et de réception. Et donc voilà, donc on essaie de partager cet amour de la restauration, de la vieille pierre avec nos hôtes. Et puis voilà, on leur fait vivre une expérience. C'est-à-dire qu'on n'est pas un hôtel. Et même si l'été c'est un peu difficile pour les gens de comprendre qu'on n'est pas un hôtel, parce qu'on est plus dans de la consommation en été. Oui, il y a moins d'échanges. Ouais, il y a moins d'échanges. La clientèle est un petit peu différente en été. Elle est un peu plus fatigante pour nous et peut-être moins gratifiante, mais voilà. Après, ça dépend de sur qui on tombe. Et puis voilà, c'est de l'échange, c'est vivre une expérience. C'est-à-dire que il y a de l'échange avec les gens, il y a des questionnements, il y a des gens qui nous apportent aussi des réflexions. Je me souviens
d'une cliente qui était passionnée par les notions de forêt-jardin que je connaissais pas du tout. Et du coup, à force de discuter, elle me dit mais votre propriété est adaptée à ça, vous devriez développer le concept, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est un projet auquel on n'aurait certainement pas envisagé. Mais cette cliente a immiscé un nouveau projet dans notre tête et un jour on le fera certainement, quoi. Ouais, ça doit être super sympa d'être toujours dans la rencontre de nouvelles personnes. Alors, c'est une nouvelle question que je pose dans le podcast. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Donc, c'est un petit peu aussi si toi, tu as un conseil à donner, quel est le meilleur conseil que qu'on t'a donné, que tu as pu lire, un peu le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un sur tous les sujets. Je pense que j'ai pas souvenir moi d'avoir reçu un conseil suffisamment marquant pour m'en souvenir. Voilà. Je pense que c'est plutôt une succession de rencontres où tu prends à chaque fois un petit bout et puis tu construis en fonction de tes propres affinités, tu construis ton histoire. Je pense que pour tout entrepreneur, il y a une notion de risque. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent ah mais c'est courageux, ah mais c'est vachement risqué ce que vous faites, etc. Et je pense que c'est pas vrai. C'est pas une histoire de courage ou de risque, parce que le risque, il faut savoir le maîtriser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat s'il n'y a pas de risque. Il faut que le risque soit suffisamment, pour moi, gérable. Voilà, il faut que, à titre personnel, ce risque ne t'envahit pas et que te paralyse pas. Voilà, il faut arriver à le doser. Et pour ça, la meilleure règle, c'est d'approfondir les choses, c'est de structurer les choses, c'est de mettre des garde-fous, c'est sur des zones de confort, asseoir ton projet. Et c'est pas forcément. Voilà, je pense que il faut accepter qu'il y ait du risque. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de marche en avant parce que tu n'as pas de remise en question. Et je pense qu'il faut en permanence se reposer des questions. Est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais avoir des clients? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de clients, pour développer du chiffre d'affaires? Je pense que voilà, cette notion-là, elle est hyper importante. Et il n'y a pas d'histoire de courage. Il y a d'histoire de analyser le risque. Et il y a une histoire aussi d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur d'y mettre l'énergie nécessaire, quoi. Moi, je pense que, enfin, dans mon en tant que salarié, je travaillais énormément. J'avais pas d'heures. Mais là, aujourd'hui, c'est pire presque. C'est-à-dire que j'ai pas de pause. C'est tout le temps qu'on cogite, c'est tout le temps que le cerveau il fonctionne, il est en ébullition en disant je peux faire ci et je peux faire ça, et où tu cours après le temps pour pouvoir faire ce que tu as envisagé et te dire bon ben comment voilà, moi avec mon mari on a mais je sais pas 50 idées à la minute. Se dire ah bah là on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ah oui mais alors il faut ci, il faut ça. Je pense que donc il faut pas avoir peur de cette énergie-là. Et c'est autant l'énergie que je dépensais dans mon ancien boulot en tant que salarié, elle était peut-être néfaste, elle était fatigante, elle était négative, pesante. Voilà, il y a la notion de stress négatif, quoi, qui à un moment te fait plus avancer, qui te scotche et qui voilà. Autant là, il y a cette énergie-là, le soir, t'es rincé, tu peux même plus mettre un pied devant l'autre, tu t'effondres comme une marmotte, quoi. Hein, mais t'es pas usé, je sais pas comment dire, t'es grandi, quoi. Tu te dis, c'est en permanence, j'avance. Et puis tu es dans des rencontres aussi. Moi, j'ai monté un groupement qui s'appelle Brière à faire, qui est un groupement interprofessionnel qui a pour but de promouvoir la Brière pour le tourisme d'affaires. Et du coup, bah, tu rencontres d'autres personnes qui sont dans la même veine que toi, qui sont dans les mêmes énergies, dans les mêmes questionnements, et tu t'enrichis aussi, ça te rassure. Je pense qu'il faut pas rester seul, en revanche. Je pense que la solitude dans l'entrepreneuriat, ça peut te pousser vers le fond, quoi. Il faut surtout pas rester seul. Il faut être en contact avec des clients, avec des gens du même milieu, avec des gens de l'extérieur, mais faut pouvoir partager. Nous, on est un couple, donc c'est facile. On échange, on n'est pas d'accord, on construit les choses ensemble. Mais je pense que quelqu'un qui est tout seul, faut pas s'enfermer. Ouais.
Alors, dernière question sur la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Bah, c'est une reconversion épanouie, c'est-à-dire où tu te dis, tu te poses même pas la question de savoir si tu as fait le bon choix. C'est, tu te dis, bah oui, enfin, je devais être là, je devais le faire, quoi. Il n'y a pas de, tu peux avoir des regrets sur la façon de le faire, mais t'as pas de regrets sur le fait de l'avoir fait, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Moi, je me pose plein de personnes viennent me voir, hein, est-ce que tu regrettes? Mais regretter quoi? Enfin, je veux dire, voilà, non, c'était une évidence, ouais. T'es là où tu devrais être. Alors, dans 10 ans, j'en aurais peut-être marre, hein, je serais peut-être usée, fatiguée, j'aurais plus envie, j'aurais plus cette énergie dont je parlais tout à l'heure qui permet de continuer de progresser. J'aurais peut-être envie de juste profiter de mon lieu, quoi. Mais je crois pas parce que on est fondamentalement avec mon mari des gens ouverts vers les autres et de s'en renfermer tout seul dans cette grande propriété, ça ne correspond pas. Un grand merci Cécile, donc je mettrai le lien de tes réseaux sociaux, de ton site internet si les auditeurs veulent vous rendre visite. Un grand merci, c'est un témoignage vraiment très inspirant et très intéressant. Merci pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi et puis bonne continuation et à une prochaine peut-être. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.